Bonjour tout le monde. Je vois certains ministres avaient commencé déjà à rire. On dirait qu'ils se disaient que le Premier ministre va nous faire rire tout de suite. Parce que certains sont habitués au discours du Premier ministre, ponctué de sérieux, mais souvent de détente. Au lieu de faire de la musique comme le présentateur le proposait, je préfère faire des digressions qui détendent l'atmosphère. Ça fait partie aussi du travail, c'est une sorte de récréation. Et que les récréations sont données aux élèves pour se restaurer et récupérer leur attention et mieux suivre les cours. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont ici. Je ne vais pas les citer, au risque d'en oublier certains, et faire une mention spéciale pour les membres du gouvernement qui se sont fortement mobilisés malgré leur agenda très chargé pour venir soutenir leurs collègues de la refondation. Vous savez, quand je suis descendu de ma voiture, bon, je voyais des gens qui regardaient un peu plus loin, ils se demandaient mais où est le Premier ministre? Généralement, on le voit dans ces grands boubous traditionnels. Et brusquement, on voit un jeune qui est habillé comme un supporter des Aigles. J'ai dit à certains deux choses. D'abord, le premier supporter, c'est le président. Et quand il m'a demandé l'autre jour quel est votre rôle, j'ai dit on m'avait donné le rôle de numéro 10 dans le M5. Donc, le distributeur on a chahuté un peu. La deuxième chose, je leur ai dit que j'ai rappelé à mon aîné Goodluck Jonathan, lorsque j'étais devenu Premier ministre, après notre débat, il me dit que je les ai tellement fatigués dans le M5 que maintenant que je suis devenu Premier ministre, ils m'attendent au tournant. Mais je lui ai dit que vous ne me verrez pas. Il dit, mais pourquoi? Je dis, mais moi, je ne veux pas tourner. Donc, si vous attendez au tournant, vous ne me verrez pas. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui au ministre de la Refondation et au professeur d'université. Là où il m'attendait en grand boubou, je suis venu en tenue des Aigles. En fait, c'est une façon de dire aux jeunes Maliens de se rappeler ce que le président leur a dit à Koulba il y a quelques jours. À chaque moment quand ils jouent, qu'ils se rappellent qu'ils représentent le peuple malien. Donc je me suis efforcé pendant les célébrations de la journée de la souveraineté retrouvée de lancer un message aux jeunes aigles et à toute la jeunesse du Mali, pour vous dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour l'avenir du Mali, et donc pour vous. Dans quelques années, dans 40, 50 ans, je disais à certains peut-être que le Mali sera un pays où pour aller il faut chercher un visa. En tout cas, c'est ce que le shérif de Nioro m'avait dit. Lorsque j'ai été nommé Premier ministre, je lui ai envoyé un émissaire pour nous faire des bénédictions. Quand on a ouvert les assises, je suis allé chez lui pour l'inviter, comme tous les chefs religieux d'ailleurs. Et la première fois et la deuxième fois, il nous a dit restez unis. Surtout ne cédez pas à la division et à la trahison. Si vous restez unis, vous tirez dans le même sens,
vous réussirez, le peuple malien réussira, et le Mali deviendra un pays où on cherchera des visas pour venir. Maintenant, est-ce que dans 40 ans, dans 50 ans, tous ceux qui sont là seront là? En tout cas, moi, je ne suis pas sûr d'être là dans 50 ans. Mais j'espère que vous allez vous rappeler qu'on vous a dit un jour que le Mali sera un pays si bon que personne ne quittera aller traverser les océans et mourir, mais c'est des autres qui vont chercher à venir. Nous travaillons pour l'avenir, pour l'histoire. Nous ne cherchons pas à résoudre juste les problèmes d'un gouvernement. Et c'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un récemment que souvent les gouvernants cherchent à plaire. Nous cherchons à faire ce qui est nécessaire. Vous savez, un père de famille, c'est quand il a beaucoup d'enfants, et c'est le cas de ceux qui dirigent, il y en a qui tirent les habits, qui font du bruit, qui crient, qui tapent. Il y en a qui ne disent rien. Ils font leur travail, ils attendent. Et le bon père de famille, ce n'est pas celui qui satisfait seulement ceux qui font le bruit, mais qui regarde ce qui est bien pour la famille. Et c'est ce que l'actuel gouvernement fait. Certains, souvent, ne sont pas contents de certaines actions, comme un monsieur qui est venu nous dire devant des ministres qu'eux, ils étaient habitués à ceci, à cela, on leur donnait ceci. Je leur dis, ça, c'est la corruption. Nous ne sommes plus dans ça. Nous voulons résoudre des problèmes. Si vous voulez aller dans le lieu qu'il avait indiqué, nous préférons envoyer plusieurs personnes plutôt de corrompre une personne pour qu'il aille chanter nos louanges. Parce que cela ne construit pas un pays. Il s'est excusé après et on s'est bien compris. Et nous nous sommes occupés du nombre de ses fidèles et non de lui seul. C'est ce que nous voulons faire au Mali. Tous les actes que nous posons, c'est pour l'avenir et pour l'histoire. Le président de la transition, malgré qu'il soit jeune comme vous, et vous le savez dans sa célèbre phrase où il vous a dit que s'il échoue, c'est un échec de la jeunesse, il est résolument tourné vers l'avenir. Il est résolument tourné vers la résolution à long terme des problèmes des Maliens. Avec tout ce qui l'entoure, le gouvernement et ses compagnons d'armes. Les universitaires, effectivement, ont attiré l'attention sur le fait que je suis venu ici plusieurs fois. En réalité, je l'ai dit l'autre jour aux professeurs qui préparaient les états généraux de l'enseignement. L'avenir du pays, c'est l'enseignement et la recherche. Tous les pays qui se sont assumés ont fait confiance à leurs chercheurs, à leurs enseignants, aux hommes de connaissance de ces pays. Et donc, pour moi, être à l'université, autant de fois qu'il faut, c'est un symbole, c'est un signe. Pour dire aux universitaires que vous avez dans ce gouvernement un de vos alliés les plus sûrs. Et surtout, que je suis sous la tutelle d'un chef d'État qui est lui-même enseignant. N'oubliez pas que c'est le chef des forces spéciales, donc lui aussi il apprend, il enseigne. Et moi aussi j'ai été professeur d'université. J'ai enseigné en son temps, j'ai été directeur d'école supérieure en même temps que j'enseignais. J'étais très ouvert dans les discussions avec les élèves, les étudiants, les enseignants, parce qu'on apprend beaucoup avec eux. Et je ne me suis jamais privé de l'occasion d'affirmer aux enseignants, quels que soient les ordres, que quel que soit le point de responsabilité de quelqu'un, il doit se rappeler de celui qu'on appelle Monsieur, notre enseignant. Exactement comme on respecte
la mère, le père, les parents, il faut respecter ces enseignants. C'est les trois catégories de personnes qu'il faut nécessairement respecter, sinon adorer, pour espérer avoir la bénédiction de Dieu. Le reste, le travail et votre destin le feront. Les hommes auront leur agenda, ils vont dans des calculs, des suppressions, des dribbles, mais l'agenda de l'homme ne pèse pas à côté de l'agenda de Dieu, de votre travail et de votre destin. Ayez tous en tête en permanence. Sortez des petits calculs. Vous savez, généralement, les gens aiment s'adapter toujours pour être avec celui qui gagne. Il faut être avec les intérêts du pays, votre conviction, votre personnalité et l'agenda de Dieu. C'est ce que je voulais dire à la jeunesse. Le ministre de la Refondation, effectivement, nous a fait une belle leçon de professeurs d'université, mais aussi de ministres qui, effectivement, ce n'est pas usurpé. Historiquement, c'est de la vérité. C'est l'un des concepteurs de ce que nous sommes en train de vendre, la refondation du Mali. Et pour vous montrer qu'il est en train de refonder, il a parlé en langue nationale. Sauf qu'il a oublié les Dogons. Il n'en a pas parlé. Et il y a un Soninké à côté de moi qui me dit qu'il n'a pas entendu le Soninké non plus. Ah ouais, c'est pour montrer le charme du Mali. Quand vous mettez à citer ce que vous oubliez, comprendre que ce n'est pas un oubli, mais juste vous êtes arrêté en cours ou bien vous ne le connaissez pas. Et je ne suis pas sûr qu'il parle quelques mots Dogon, surtout que chez les Dogons, il paraît que chaque village a sa langue. Tellement c'est compliqué d'apprendre une seule langue. Il a effectivement parlé en procès d'université. Souvent, il a donné des coups qui ne sont pas forcément des bons coups diplomatiques. Ça suscite l'applaudissement des jeunes. Mais c'est qu'on est écouté partout maintenant. Donc, certains référents, j'espère que notre ministre des Affaires étrangères et le président sont à l'écoute pour pouvoir arrondir les angles en se rappelant que c'est un procès d'université qui est avec ses élèves et qui parle en langue nationale pour se faire comprendre par tout le monde. Mais ce n'est pas pour aller jouer dans le terrain de certains. Parce que la CEDEAO, je l'ai dit toujours, malgré et quoi qu'il fasse, s'il ne vide pas l'organisation de son contenu, c'est une organisation à caractère économique. Ce n'est pas la politique qui domine ou qui devrait dominer ses activités. Or, qu'est-ce qu'on voit? Au Mali, il y a changement de régime. C'est un fonctionnaire de la CEDEAO, le président, qui décide de sanctionner le Mali. Mais c'est qu'il ignore totalement ses cours de sciences politiques. La CEDEAO, le commissaire de la CEDEAO, il n'a pas mandat ni le droit de sanctionner un État. C'est quelque chose qui relève des chefs d'État. Mais à la CEDEAO, c'est le président de la commission qui a prononcé les sanctions contre le Mali, qui ont été plus tard avalisées par les présidents qui ont aussi ignoré les lois de la CEDEAO. Aucune réglementation à l'intérieur ne prévoit les sanctions qu'ils ont prises. Aucune réglementation de l'OIA, aucune réglementation de l'ONU. Au contraire, le Mali a signé, a ratifié en 1987 ce que l'ONU appelle l'interdiction de prendre des sanctions contre les États sans littoral. C'est pour cela que ces sanctions n'ont pas prospéré à l'ONU. Arrivées à l'ONU, elles ont été mises dans les tiroirs. Ça ne pouvait pas prospérer. Or, ils espéraient que le Conseil de sécurité endosse les sanctions contre le Mali. Ça n'a pas été le cas. Ils ont finalement, ils sont retournés appliquer l'effet du prince. Même leurs propres organisations, comme la commission judiciaire de l'UEMOA, qui a donné raison au Mali, s'est vu ignorer. Ces décisions n'ont pas été acceptées. Comment vous voulez construire un État de droit
en violant vos propres principes, en violant les principes internationaux, en comptant uniquement sur le renversement d'un régime et en comptant sur certaines forces intérieures. Parce que comme le ministre l'a dit, ce n'est pas seulement la CEDEAO, parce qu'il comptait sur des forces intérieures qui leur avaient donné la garantie des économies, entre guillemets, que le gouvernement ne survivra pas plus de 2 semaines. Même dans les mouvements, il y en a beaucoup. Ceux qui sont dans les M5 le savent bien. Il y a des grands économistes qui ont réuni des jeunes pour leur dire « Mais votre président, c'est un charlatan. Il ne faut pas le suivre. Laissez-le tomber. Leur gouvernement ne résistera pas 2 semaines. » Finalement, au lieu de laisser tomber leur président, c'est lui que les gens ont laissé tomber. Donc, il y en avait beaucoup au Mali qui avaient effectivement donné l'assurance qu'ils vont travailler à fragiliser les consciences des Maliens, parce que vous savez, tout se fait dans le cerveau. On a travaillé des économistes, entre guillemets, des intellectuels qui sont sortis dès le 10 août, l'embargo le 10 janvier, sur des radios internationales pour fragiliser l'esprit des Maliens. Mais je crois que ce que les uns et les autres ne doivent pas oublier, c'est la leçon qui a été condensée tout de suite par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est-à-dire que le Mali, quelles que soient les polémiques, ne peut pas laisser passer le 14 janvier comme n'importe quelle date. Ne peut pas laisser passer le 14 novembre la prise de Kidal comme n'importe quelle date. Mais lorsqu'on a dit ça, il faut donner un contenu. Le 14 janvier, comme le 14 novembre, il a fallu des Maliens convaincus, avec un leadership à toute épreuve. Une équipe qui plie comme de l'acier mais ne rompt jamais. Ce n'est jamais tout un peuple, c'est ceux qui croient. C'est comme s'il y avait la maison dans le feu. Disons le feu dans la maison. D'ailleurs, si vous mettez la maison dans le feu, c'est la même chose. Hein? Mais, quand il y a le feu dans la maison, ou la maison dans le feu, vous n'avez pas le temps de demander qui a mis le feu, ou qui a posé la maison dans le feu. Vous cherchez d'abord à éteindre le feu. Mais une fois que le feu est éteint, il faut avoir l'intelligence, le discernement, le sens de l'histoire que j'ai souvent rappelé pour vous dire que pour reconstruire une nouvelle maison, vous seul, vous ne suffirez pas. C'est ce que j'ai dit aux uns aux autres. Les divergences qu'il y avait à l'occasion du 14 janvier, du 14 novembre et toute la transition avec une partie des Maliens qui ne croyaient pas que le Mali pouvait être ce qu'il est. Ce temps est derrière nous en partie. Pour reconstruire le Mali maintenant, il faut tendre la main à tous les Maliens. Sauf ceux qui décident, parce qu'il y en aura toujours, on est en démocratie, qu'ils ne viendront jamais, qui parient sur l'échec du Mali. Mais la grande majorité des Maliens, après avoir compris, va changer d'avis. Qu'ils soient dans les partis politiques, dans les associations, dans la société civile. J'ai l'habitude de donner l'exemple à quelqu'un. J'ai dit, vous prenez un militant d'un parti de l'ex-régime, mais qui continue à soutenir ses dirigeants, mais lui, il soutient ses dirigeants. Mais il ne sait pas qu'il y a parmi ses dirigeants, il y en a qui mettent en poche l'argent destiné à défendre les militaires. Ils voyagent, ils se parfument, mais lui n'est pas au courant. Mais il continue à le soutenir. Mais si aujourd'hui il se rend compte que ce monsieur, le Djadja, lui, les trompait, mais il va dire, moi je suis avec le Mali. Je vous assure que la majorité des Maliens sont avec le Mali. Comme ces messieurs qui nous avaient dit que nous on perd notre temps, que les 90% des Maliens sont avec tel pays, et donc c'est l'échec au bout.
Mais ce même monsieur, il a remis terre et ciel après pour venir nous féliciter après la prise de Kidal. Mais nous avons dit que nous n'avons pas travaillé pour avoir des félicitations. Nous avons travaillé pour l'avenir. Donc il garde les félicitations et qu'il se range du côté de ceux qui croient à l'avenir du Mali. Ou bien c'est monsieur qui voit un de mes conseillers qui dit, va dire à ton Premier ministre, vraiment, Akaya Fama. Parce que, fin au fanaya boloda kama, amasoro. Aforaka beboy, ambena, amata amana, uchunana est vraiment Akaya Fama. J'ai dit de lui dire qu'il n'a rien compris. Lui, il travaille avec d'autres paramètres. Le Premier ministre travaillait pour le Mali, pour sa jeunesse, pour l'histoire du Mali. C'est lui qui n'a rien compris. Si maintenant il a changé d'avis, il serait le bienvenu. Aucun ostracisme, aucune intolérance politique. Parce qu'on l'a vécu ça pendant les 30 ans. Dès que quelqu'un gagne, il met les autres dans le trou. Il y a vu des députés qu'on a dit de rallier un parti, il a refusé, on l'a gardé en prison. Quand les élections sont passées, on lui a dit va à la maison. Ça doit être fini. Ça ne construit pas un pays. Il faut que chacun soit traité suivant ce qu'il a fait et non ce qu'il est ou ce qu'il a été. Parce qu'on est dans le même pays. Quand vous avez un pays où il n'y a qu'un seul parti, si votre population vous porte confiance, vous dites de la représenter, mais il n'y a pas un autre espace politique, mais vous allez vous représenter. En réalité, en ce moment, c'est vous qui donnez votre légitimité au pouvoir en question. C'est d'ailleurs ce que nous avons vu. À un certain moment, on est allé voir des gens, dès qu'ils sont populaires, on les prend. On dit qu'ils sont députés de mon parti. Alors qu'en réalité, c'est vous que les députés a légitimé. Ce n'est pas vous qui l'avez rendu populaire. Donc, si on crée une situation de confiance, de bannissement de l'intolérance, de rappel à la raison et la reconstruction du pays, à condition d'accepter les principes qui ont été édictés par les autorités de la transition, qui sont maintenant écrits en lettres d'ordre dans la Constitution, article 34. Les principes de la souveraineté, du choix stratégique des partenaires et de la défense des intérêts du Mali. Ce n'est plus les positions du président ou du Premier ministre. C'est maintenant les positions des Maliens. Celui qui est d'accord pour ça. Mais quel que soit ce qu'il aurait fait avant, s'il paye ses peines, c'est terminé. On ne peut pas continuer à lui dire que vous avez été de tel parti dont vous n'avez plus droit à la parole, à moins que vous n'ayez pas le sens de l'histoire. Parce qu'au Mali, on l'a essayé plusieurs fois. Ça n'a jamais marché. On a commencé l'exclusion, en général, ça n'a pas marché. Maintenant, on fixe des principes. Ceux qui sont d'accord avec ces principes, ils viennent. Je l'ai rappelé récemment au comité stratégique du M5 RFP, en leur disant que le Mali, ce n'est pas seulement le M5 RFP. Il y a des Maliens qui ont dit le 17 août qui ne sont pas d'accord avec le changement. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres informations. S'ils ont d'autres informations qui ont vu qu'en réalité, ils ne comprenaient pas et qu'ils changent d'avis, ils décident de supporter la transition, les changements. Mais pourquoi on va construire à l'obliger à être dans un coin comme si c'est un paria à vie? Ça, nous devons le bannir. Je leur ai dit que quand on s'était retrouvé, ce qui a été porté par ce mouvement, que le peuple malien a endossé aux assises, c'était la reconquête du pays, militaire. J'avais dit depuis 2018 que aussi longtemps que les rapports des forces militaires n'auront pas changé sur le terrain et qu'il y ait un affrontement direct et que le Mali gagne, il n'y aura jamais la paix. Et ça a été dit depuis 2010, c'est un des principes. Le deuxième principe, c'est des réformes politiques et institutionnelles. Nous avons aujourd'hui une nouvelle constitution. Nous sommes en train de refonder l'État. Je vais vous dire dans quel domaine on fait la refondation. Nous avons un organe unique parce qu'on doit se rappeler que tout est parti de la contestation des résultats des élections. Donc il faut mettre un organe crédible
qui ne peut pas être accusé par les opposants d'être une branche du pouvoir qui donne le pouvoir au pouvoir. Nous avons demandé un pacte social, parce que c'était clair pour tout le monde qu'aussi longtemps que dans la société, les pères, les mères, les femmes, les enfants des soldats n'ont pas le minimum de stabilité sociale, le soldat ne peut pas se mettre, ne peut pas se battre comme il faut. Ça a été fait. Nous avons demandé d'appliquer l'accord de manière à ce que la majorité des Maliens s'y reconnaissent. L'accord pour la paix et la réconciliation, ici pour Sud d'Alger. Le président vient de mettre en place un comité de dialogue intermalien qui doit définir une architecture dans laquelle aucun Malien de bonne foi ne doit se sentir exclu. Parce que même une minorité exclue de façon délibérée, sur le long terme, on aura raison. Plus on est fort, plus il faut être modeste. À un moment donné, nous, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on éteigne le feu ou qu'on enlève la case là du feu. Maintenant que c'est fait, il faut s'asseoir et dire qu'est-ce qu'il faut pour ne plus avoir affaire avec les mêmes problèmes. Mais si la victoire monte dans la tête, ah j'ai gagné, c'est terminé, je ne parle plus avec personne. Ça ne marche pas. Historiquement et dialectiquement, c'est voué à l'échec sur le moyen et le long terme. Et nous voulons construire quelque chose sur le moyen, sur le long terme, pour que dans des générations, on en parle. Donc, aucun Malien. La force du Mali, c'est sa diversité culturelle, ethnique, religieuse, sur tous les autres plans. Si vous enlevez cette diversité, il n'y a pas de Mali. Quand vous prenez l'histoire du Mali, on nous a enseigné beaucoup de fausses choses, mais c'est une histoire compacte qui est différente de l'histoire des autres pays. J'ai été récemment au Niger. Agadez, on dit que c'est le pays des Touaregs. C'est ce qu'on dit partout. Mais est-ce que vous savez que le chef traditionnel là-bas, c'était noir, il est noir comme du charbon. Il est même plus noir que moi. Mais là-bas, c'est une harmonie entre les populations. L'un des anciens chefs rebelles, il est maire là-bas. Il m'a dit que lui, il a beaucoup compris. À un moment de l'histoire, il était dans un jeu, mais aujourd'hui, il a compris. Et vous savez, j'ai trouvé la grande mosquée d'Agadez. Ça a été construit en 1500 par Askia Mohamed. Par un empereur malien, qui était derrière un Soninké. C'est pourquoi le ministre dit que lui n'est pas d'accord, on n'a pas parlé de Soninké. Parce que beaucoup de Sonraï ne savent pas qu'Askia Mohamed, c'est un Soninké, ce n'est pas un Sonraï. C'était le neveu de Soni Alibert, mais c'était un général Soninké de son armée, qui a été désigné, suivant les normes de maintenant, démocratiquement. Parce que quand on a voulu prendre le successeur légitime dynastique, le fils de Soni, mais les autres populations ont dit non. Nous, on veut prendre ce général-là auquel Soni a le plus confiance, Mohamed Touré. Et les Soraïs se sont levés, ils disent non, Astia, Atekayo, Anteson. Lui aussi, comme pour se moquer des autres, il a pris Askia. Chez Moulika Bafanka. Bessona après. Donc Askia Mohamed là, c'est Mohamed Touré. C'est un Soninké. D'ailleurs, quand vous partez au nord, vous verrez le lac Fagibine. Il y a des Soraïs qui savent même que Fagibine là, en marca, ça veut dire noir. Pour vous dire que notre peuple là, à un moment de l'histoire, il y a eu des aléas qui nous ont divisés, mais les dirigeants qui veulent reconstruire le Mali doivent avoir ça dans leur tête. J'ai rappelé que dans les années 1530, l'empereur du Mali a envoyé un contingent de militaires Touaregs constitués uniquement. Ils sont allés jusqu'à Fès, ils ont tout bousillé sur les routes et ils sont revenus. C'était tous des Touaregs. C'est sous l'autorité d'un empereur, Askia Mohamed. Donc nous là, c'est les autres qui cherchent des scories dans l'histoire. Et puis chaque nation est venue à un moment donné, à une période donnée quelque part. Mais moi j'ai vu récemment des Maïgas là qui sont Dogo, mais ils prennent en son. J'ai dit, mais toi tu es Maïga depuis quand? Il dit que lui il est Dogo, il n'est pas Maïga. Il dit, mais enlève le nom Maïga. Il dit non, non, non. Quand ses parents sont venus il y a plus de 70, 100 ans, qu'eux ils sont des Dogons. C'est ça le Mali.
Celui qui ne comprend pas ça, si des Dogons se lèvent là-bas pour dire non, 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 ce n'est pas vos terres, vos parents sont venus il y a 200, 300 ans. Ce Dogon-là, il faut l'attraper et le donner aux forces de sécurité. Ça veut dire qu'il n'est pas pour un Mali uni. Il ne connaît pas l'histoire et les autres jouent. Si vous regardez, et ça c'est un appel que je lance aux hommes politiques maliens, vous regardez en France, dans tous ces pays, la première obligation de tous ceux qui décident de faire la politique, c'est de se plonger dans l'histoire. Voir comment leur nation a été constituée depuis 1000 ans. Qui sont les leaders? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle a été leur erreur? Tous les hommes politiques de ces pays-là le savent. Mais c'est chez nous que vous trouvez des hommes politiques que j'appelle la culture Wikipédia. Là. Ils ne connaissent que ce qu'il y a sur Internet, dans les journaux. À part ça, ils ne connaissent rien. Il y en a même qui veulent être président du Mali, ils n'ont jamais quitté leur ville. C'est pendant les campagnes qui se lèvent, ils disent qu'ils vont tourner pour connaître les préoccupations des populations. Il dit, mais toi, tu n'as rien compris. C'est en une semaine que tu vas connaître les préoccupations des populations. Parce que pour certains, quand tu as l'argent, tu as la caution de qui vous savez. Le reste des Maliens, il suffit qu'ils voient ta photo, bien souriant, avec des beaux posters, et c'est terminé, vous êtes président. Mais s'il est président, il va aller toujours rendre compte. Ceux qui l'ont élu ne le verront jamais. Il y a des gens ici, là, après les élections, on ne les voit plus jamais jusqu'aux prochaines élections. Même des présidents. Ils n'ont pas le temps. Ils préfèrent être dans les grands hôtels à l'extérieur, être dans les avions, dans des grandes conférences, jusqu'à la prochaine élection. Mais il faut qu'on change ça chez nous. Ceux qui décident de faire la politique, il faut connaître l'histoire du pays et sa géographie. Ou bien ici, les gens font du trafic, il se passe des marchés. Dès que quelqu'un devient très riche, il dit non, non, il faut qu'il soit présent aussi. Mais c'est au Mali que vous voyez ça. Alors que le président a l'habitude de nous dire, Beki Djoyarala. Ni Beyi Djoyarafa, le pays va aller de là-bas. Vous croyez que vous allez me prendre, me dire d'aller cultiver des bananes, mais vous êtes sûr qu'à la saison prochaine, vous n'aurez rien. Mais si vous prenez un bon paysan de bananes, vous le mettez dans mon champ, je ne vais plus au marché acheter des bananes. Mais si c'est parce que tes bananes poussent, tu as vendu plusieurs années de bananes là, tu deviens riche, tu dis non, non, maintenant il faut que je sois président. Tu risques de perdre et tes bananes et le pouvoir. Parce qu'on nous a dit quelque chose que vous le retenez tous. Il y a 3 choses qu'il ne faut jamais mélanger. Le pouvoir, l'avoir, le savoir. Si vous les mélangez, vous allez perdre ce que vous avez, vous n'aurez rien. Tous les gens qui sont venus chercher le pouvoir parce qu'ils se sont crus riches, ils se sont créés des problèmes, leur richesse est perdue, les politiciens se sont coalisés pour les mettre les bâtons dans les roues, sinon même faire exploser leurs roues, et ils se sont retrouvés vers la fin sans rien. Ils ont perdu leur richesse, ils n'ont pas eu le pouvoir. Un connaisseur, quelqu'un qui est respecté à cause de ses connaissances, reste dans ton coin. Si jamais tu te lèves pour aller cultiver des bananes ou des haricots, ou aller te mêler des affaires des militaires, te transformer en force spéciale, tu es sûr que le pays va perdre si tu es force spéciale. Le jour où le président nous a dit que les forces spéciales, là, comment on les recrutait, qu'ils étaient 160, après ils sont 100. J'ai dit, mais les 60 autres, ils sont partis où? Il dit, mais ils sont partis. J'ai dit, mais comment on part chez vous? Il dit, quand il se réveille, il vient trouver qu'il a plié ses habits, il a déposé, puis il a disparu. Personne ne va le chercher. Mais ça veut dire que les gens, les 100 qui restent là-bas, si tu vas trouver un gros parleur dans les amphithéâtres, ou bien un bon marabout, ou bien un bon agriculteur, dire qu'il va faire les forces spéciales, vous pouvez être sûr que votre pays va perdre. Que les soldats fassent la guerre, c'est ce qui est. Ceux qui ont pris Kidal. Vous croyez que si on m'a amené là-bas comme force spéciale, malgré que je suis soldat de 2e classe, vous croyez que je vais prendre Kidal? Ah non, moi je vais être derrière en train de les galvaniser et dire à d'autres d'aller. Et ils sont formés pour ça. Je ne vais pas mélanger les choses. Il y a des soldats, ils savent que faire la guerre. Quand tu parles trop là, et ils font leur travail. Ni Beyi Djoyarala, je vous assure que le pays va aller de là-bas. Le problème chez nous, c'est qu'on mélange les genres. On mélange tout et le pays tourne en rond. Et donc cette journée a pour
pour objectif principal, mesdames et messieurs, de renforcer le sentiment patriotique pour le respect de la souveraineté nationale et la défense citoyenne des intérêts vitaux de notre peuple. Et plus spécifiquement, il s'agit de mobiliser les énergies pour défendre la patrie et les valeurs républicaines, de maintenir la flamme patriotique, la volonté de résistance, de résilience face aux défis de tout genre, préserver la souveraineté nationale et réaffirmer les aspirations légitimes du peuple malien. Voici en gros l'essentiel des objectifs de cette rencontre. Et pour cela, mesdames et messieurs, il est bon de préciser l'option que l'on choisit. Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Et nous avons décidé de les choisir. Et nous les avons constitutionnalisés dans l'article 34. Les étudiants, prenez la Constitution, lisez. Dans l'article 34, c'est précisé. Qu'est-ce qu'on entend par l'affirmation de la souveraineté du Mali? Un État qui respecte ça, nous sommes des amis. Si vous ne respectez pas, hélas. Mais il y en a qui veulent transformer le Mali en État vassal. Ça n'existe pas aujourd'hui. Et j'espère que ça n'existera jamais. Vous êtes amis du Mali, vous êtes des partenaires. Vous voulez un État vassal, allez-y chercher ailleurs. Il y a des pays qui sont pris pour des grands pays, vassaliser le Mali. Vous croyez qu'on va quitter la vassalisation d'un État pour aller vers un autre? Il y en a qui ont pensé à ça, mais eux, ils sont complètement à côté de la plaque. Ou bien ils ne voient même pas la plaque. En tout cas, quand vous lisez la Constitution. Ensuite, on a un problème, c'est qu'au Mali, s'est trouvé des gens qui, dans le mélange des genres, sont allés trop loin. Ils ont le pouvoir et ils décident que le pays leur appartient. Dans l'article 35 de la Constitution, c'est écrit noir sur blanc. Les problèmes du Mali, le soulèvement est venu de ce sentiment de frustration, qu'il y a une oligarchie au Mali, composée de militaires, de politiques, de juges, d'un peu partout, des gens qui ont droit de vie et de mort sur les Maliens. Ils font ce qu'ils veulent. Il est écrit dans l'article 5 de la Constitution 35 que plus personne ne peut plus user du pouvoir qu'il a pour spolier les intérêts du peuple. Un pays comme le Mali qui ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne, a fortiori des avions et des drones. Et ceux qui sont chargés de ça sont toujours cravatés à 5 épingles, ils ont des parfums, ils sont dans les avions, ils tournent les airs, ils viennent, ils voyagent, on les voit à la télé, effrontés avec des yeux qui brillent pour menacer les Maliens. En réalité, ils sont en train de nous tuer. On met les soldats dans les fosses communes, ils se promènent, ils font des comptes offshore, des comptes un peu partout, mais on est en train de les découvrir. Ça, il faut arrêter ça. Hier, le ministre de la Justice a donné dans les réseaux, disons chez lui, une bonne conférence. Il a expliqué les grands dossiers de corruption sur Sécuriport et autres, où pratiquement en quelques années, dans les poches de certains est parti l'équivalent d'un aéroport. L'aéroport, on l'a construit à 40 milliards. Il y a des gens qui sont organisés pour détourner à peu près 40 milliards en quelques années. Le Mali pouvait faire un autre aéroport, où on prend les terres des paysans, parce qu'on a le pouvoir, on se réunit, conseil des ministres, on change l'objet. Ce n'est plus pour l'agriculture, c'est une terre où on veut faire ce qu'on veut. Et puis on les vend aux plus riches, qui les achètent, ils les vendent aux plus riches. Donc entre les membres de l'oligarchie et ceux qui sont riches, on se passe les balles, les autres Maliens n'ont qu'à se plaire. On a eu des lettres des paysans qui ont décidé de se suicider parce qu'on leur a retiré à cause du pouvoir leurs droits légitimes. Nous allons les réparer, Inch'Allah. Le président de la transition, tout militaire qu'il est, nous dit souvent, les Malikoura là, même si on prend tout le pays avec les armes, tant qu'il y a l'injustice dans le pays, tant que la mentalité des citoyens ne change pas, il n'y aura pas de Malikoura. C'est un militaire qui nous le dit, parce que certains croient que les militaires là, ils ne connaissent que la guerre. Il y a beaucoup de civils qui se trompent d'ailleurs, ils pensent que les militaires là, c'est comme les tirailleurs sénégalais des années 60 là, ils ne savent que tuer seulement.
Ils ne savent pas qu'ils font les mêmes écoles qu'eux. Sauf que les militaires, là, ils font la stratégie après. Les civils, là, ils ont des gros diplômes, ils sont là, bon, ils pensent qu'ils sont les plus instruits. Il y a des militaires aussi qui pensent que les civils, là, sont tous des opportunistes. Il suffit de les faire voir le pouvoir ou l'argent, ils n'ont pas de conviction. Ça aussi, ça existe dans leur milieu. La réalité, c'est qu'un pays ne peut pas être construit par tout le monde. Un pays, c'est comme un train. Il y a des gens qui sont dans la locomotive, ça c'est les dirigeants. Le peuple est dans les wagons. Une locomotive sans wagon, mais elle ne vaut rien. Les wagons sans locomotive, ils vont nulle part. C'est l'ensemble qui fait une société. Mais si des gens, parce qu'ils sont dirigeants, ils décident d'aller prendre les biens de ceux qui sont dans les wagons, mais le pays ne peut pas marcher. C'est ce qui se passe chez nous. C'est à cela que le président de la transition et l'équipe qui est autour de lui veut tout faire pour mettre fin. Et pour cela, on vous a rappelé les faits marquants de cette période-là. Je ne vais pas revenir sur tout, mais vous savez, pour l'histoire, c'est bon de rappeler certains faits. Parce que la mémoire collective, elle oublie vite. On déforme l'histoire souvent. Il y a des nouveaux écrivains, des nouveaux soutiens du pouvoir qui viennent donner leur version. Anede Ninke, vous entendez, il y a des gens qui sortent dans les réseaux pour dire que c'est eux qui ont créé le M5. Et puis ils s'arrêtent. J'ai fait telle réunion, j'ai été là-bas, mais ce n'est pas vrai. Le M5, c'est juste un esprit. C'est les Maliens qui l'ont créé. Si les Maliens n'avaient pas suivi, ça n'ira nulle part. Et d'ailleurs, j'ai rappelé opportunément l'autre jour à mes amis du M5 que nous avons frôlé la division par 2 fois. Une première fois parce qu'une composante n'était plus d'accord avec ce qu'on voulait. Quand on a même fait un mémorandum pour demander la démission du président de la République et son régime. Mais il y a une composante importante qui a dit qu'elle n'est pas là-dedans. Si on l'avait sanctionné, on s'était séparés, c'était fini, c'était le début de la déchéance. Ce jour-là, moi, j'ai usé de toute la pédagogie pour dire aux gens qui ne s'y pas, mais laissez-les. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. La deuxième fois, c'est quand notre autorité morale nous a dit qu'il n'est plus là-dedans. Notre lutte-là est devenue trop politique. Et puis lui, il n'est pas dans ces histoires de démission du président, qui va déclarer qu'il n'est plus dans le M5. Mais ce jour-là, il fallait voir. On dirait qu'on nous a versé de l'eau, je ne sais pas, glacée ou bien comment c'est. En tout cas, ceux qui sont rentrés chez nous, ils ont passé une mauvaise nuit. Moi, j'ai eu la chance de revenir parler avec lui. On a fini à minuit, j'ai bien dormi, parce qu'au moins, on a obtenu le principe qu'il n'y aura pas de déclaration que le mouvement est divisé. C'était le 20 juillet. Mais si c'était fait ce jour-là, c'est fini du mouvement. Je lui ai dit simplement qu'on n'est pas dans des questions de personnes. L'équipe qui est là, objectivement, dialectiquement, historiquement, je les ai suivis, politiquement, ils ne sont pas capables de redresser le Mali. Et donc, sur le reste, on va vous rendre responsable. On est restés ensemble jusqu'au jour où l'armée a entendu l'appel du peuple. Les militaires sont venus, ils ont parachevé le travail. Comme on dit à Bambara, Ouya Kunche. Ouya Kunche. J'ai dit Ouya Kunche. Bon, il y a des Dogons qui sont très contents maintenant là. Ils vont se dire, mais leurs cousins là, ils s'exercent, mais apparemment ils n'ont pas la moyenne. Ouya Kunche. Mais après, on a ballotté, on est resté en train de balloter, mais après on s'est repris. Un an après, et la rectification est intervenue en mai 2021. Dès que c'est intervenu, qu'est-ce qui a commencé? Le 10-11 juin, oui, on va quitter le Mali, parce que les nouveaux dirigeants du Mali veulent négocier avec les terroristes. J'ai dit, mais ça c'est depuis quand? 10-11 juin. La réalité, c'est tout simplement parce que c'est des gens qui étaient habitués à imposer des dirigeants. Donc il y avait un premier ministre qui ne voulait pas avoir de leurs yeux. Et quand l'équipe est sortie, il dit non, 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 nous on va quitter. En croyant qu'on va courir pour dire Allah Kama Asigikana, en quoi Fana Aïta.
Et on les a laissés en plein vol en septembre. Depuis quand ils sont en plein vol, là, pendant ce temps, il y avait des Maliens qui étaient convaincus qu'à Sekanyano. Il n'y aura pas d'assises. C'est les assises de la division. C'est les assises de Shogel sur les radios internationales. Heureusement que le président, avec la grande capacité de discernement, en tout cas qu'on lui connaît en cette période, a tranché. Il a dit au gouvernement, on va tenir les assises. Le reste, organisez-le, et il nous a dit, faites tout pour que les Maliens n'aient pas l'impression que vous voulez leur imposer quelque chose. Faites en sorte que les Maliens acceptent ce que vous voulez. Et les Maliens ont accepté. Les assises sont tenues, effectivement, en décembre 2021. Mais avant les assises, pour jauger l'opinion, on a tenu la table ronde des forces vives les 24, 25 et 26 septembre 2021. Au sortir de ces réunions-là, c'était très clair que la majorité des Maliens voulaient des assises nationales, voulaient de l'institution de l'organe unique indépendant. Et les assises sont tenues du 11 au 30 décembre 2021. Mais suivez bien, 24, 25, 26. C'est le 25 septembre que les forces vives de la nation ont pris la décision de tenir les assises nationales, de mettre en place un organe unique. C'est ce même 25 septembre qu'avec la confiance du président, nous avons laissé en plein vol, 25 septembre 2021, ceux qui nous menaçaient. On leur a dit de partir. 25 septembre, c'est une date charnière, il faut retenir. Et ce 25 septembre, les Maliens sont mobilisés, on a tenu les assises. Les assises ont dit que la transition doit durer entre 6 mois et 10 ans. Le président de la transition et son gouvernement ont coupé la poire en deux. 5 ans à proposer, à négocier. Le 31 décembre, le président a envoyé une délégation voir les chefs d'État de la CEDEAO. Le 31 décembre, ils étaient dans l'avion pendant que les autres fêtaient. Mais arrivé là-bas, on nous a fait comprendre ce que le ministre de l'Enseignement supérieur a dit, qu'on n'est pas indépendant. On a traité nos délégations comme des gens qui cherchaient leur prix de condiments chez un autre pays. Ils étaient habitués à ce que les dirigeants viennent se plaindre, ils font ce qu'ils veulent. Ils nous ont traités comme moins que rien. On est revenu et on a pris nos responsabilités. On a dit qu'on va faire la transition comme il faut. Et c'est en ce moment qu'ils ont décidé, le 9 janvier, dimanche 2022, de nous assommer avec ces sanctions illégales, illégitimes, inhumaines. Ils étaient sûrs qu'on allait totalement abattu. Et la 5e colonne qui était au Mali était en train de démarcher les gens et les démobiliser partout. Le même soir, réunis autour du président de la transition, le gouvernement a donné la réplique nécessaire pour revigorer les Maliens. Vous vous rappelez du communiqué qui a été fait. Le lendemain, il a convoqué un conseil des ministres extraordinaire. La suite, c'est la grande mobilisation du 14 janvier 2022. C'est ce jour que les Maliens ont répondu à l'appel du président de la transition. Plus de 4 Maliens sont sortis partout. 4 millions de Maliens. Quand j'ai demandé les renseignements à la sécurité, ils ont compté déjà 4 millions. J'ai dit maintenant ça suffit, je vais parler, je vais dire qu'on a plus de 4 millions. Le reste là, à Bambo. Parce qu'il n'y a aucun président au Mali, dans l'histoire du Mali, qui a eu plus de 1 500 000 au premier tour aux élections. Et les chefs d'État qui nous ont sanctionnés là, il n'y a aucun d'entre eux qui peut sortir sur un simple appel d'un président. 1 million de personnes dans la rue. Notre président a lancé un appel. 4 millions de Maliens sont sortis dans la rue, à l'intérieur et à l'extérieur. En réalité, c'est ce jour-là que s'est joué le destin de la transition. C'est ce jour que s'est joué le destin du Mali. Si le peuple malien avait flanché ce jour-là, c'est fini, ça va être un peuple vassal à jamais. Si ce jour-là,
le peuple avait dit non, ou avait hésité, je vous assure qu'on allait tirer la conclusion. Mais le peuple a dit, continuez. Et le président a continué avec son équipe. Il y a des diplomates qui nous ont rien dit, mais nous savons que, parce que nos services travaillent à merveille, beaucoup l'ont su d'ailleurs à leur départ, qu'il y a des pays qui ont discrètement dit à leur État, vous savez, ces gens-là ne sont pas aussi impopulaires que vous pensez, mais on ne va pas le dire ouvertement. Et nous, on savait. La finalité, de toute façon, vous la connaissez, je ne vais pas vous citer tout ce qui a été fait. Mais après, le président a décidé avec l'équipe autour de lui, tous ceux qui soutiennent la transition, avec le soutien du peuple malien. On a vu un certain nombre de choses. Les militaires maliens, à partir de la mi-décembre 2021, ont lancé une vaste opération militaire pour le recouvrement militaire de l'État malien. On a commencé à déplacer le terrorisme dans les sanctuaires des mouvements terroristes à partir de la mi-décembre 2021. Et depuis, on est sur cette lancée. Ensuite, nous avons décidé de passer à la refondation du système de défense pour notre dignité et notre honneur. Nous avons décidé de passer à la refondation de la diplomatie et de l'affirmation de la souveraineté du Mali dans le monde. Notre ministre des Affaires étrangères, j'allais dire notre brillant ministre, souvent je le chahute. Vous savez, dans les débats, je crois que ses adversaires n'ont plus d'arguments, donc je vois certains commentateurs qui disent « Oui, oui, regardez-le avec son regard farouche ». J'ai dit « Mais toi, tu n'as vu que le regard ?» Au lieu de suivre ce qu'il est en train de dire, ça veut dire que nous avons marqué des points. Nous avons décidé de refonder le système politico-institutionnel avec la rédaction d'une nouvelle constitution, dont l'acte de naissance a été signé par le président de la transition le 22 juillet 2022. 23. Nous avons décidé d'installer l'organe unique indépendant des élections. Nous avons décidé de refonder nos réalités, la refondation de nos réalités socio-culturelles positives à travers l'institution de la journée de légitimité traditionnelle et l'élaboration d'un programme national d'éducation aux valeurs. Nous avons décidé de refonder la justice pénale et la lutte contre la corruption et l'impunité. Le ministre de la Justice, je crois, très éloquemment récemment, a édifié les Maliens qui pensent que la justice ne bouge pas. En réalité, il paraît qu'ils aussi montent en puissance. Hein. La justice, ce n'est pas l'armée seulement qui monte en puissance. La justice aussi monte en puissance. Mais à l'État, qu'on a dimité de dos, il y a dimité. Vous savez, les militaires, quand ils cognent là, tu vois tout de suite l'adversaire tombe. Mais eux, là, il faut qu'ils... Tous les petits circuits que ces messieurs très intelligents montent là, les comptes offshore, pendant que les Maliens mouraient ici de Covid, d'autres transportaient des valises d'argent, souvent sans numéro, dans des comptes bizarres, tout ça la justice doit défaire. Et donc on a dit des dos. À Bakan, et ça va être défait, Inch'Allah, d'ici la fin de la transition. Avant, on vient, on dit oui, on manipule la justice, on dit oui, le procureur a classé sans suite. C'est terminé maintenant, il n'y a plus de classement sans suite là. Si jamais vous êtes soupçonné là, vous allez donner la preuve. Mais aller dans les coulisses là, menacer qu'Abagabagali qui est classé sans suite et venir plastronner devant les gens, ça c'est terminé. Nous avons décidé de refonder la gouvernance financière et économique avec des tendances à l'autonomisation des ressources de l'État. Notre ministre des Finances, j'allais dire aussi brillant que le ministre des Affaires étrangères et de la Justice, quand on nous a assommés, on pensait qu'on n'allait pas se lever. Il y a un grand directeur de banque qui me dit que mais eux là, ils ont fait des nuits, ils ne dormaient pas. Mais notre ministre des Finances là, qu'est-ce qu'il a fait? Que lui veut le voir. Quand j'ai vu le ministre des Finances, j'ai dit, si vous voulez, vous prenez des photos seulement, ne lui dites pas comment on a fait. Parce que ça, c'est le secret de la firme. On a décidé de refonder le système, la politique économique, avec une production record de coton et le décollage du système ferroviaire. Pour rappeler un ministre qui est venu nous montrer un train avec les drapeaux du Mali à la veille des élections, on a voté le lendemain, le train a disparu.
Ndiadia, il a été en Afrique du Sud pour faire un film et nous tromper. Donc, il n'y avait plus de train au Mali. Maintenant, on a remis le train en marche, mais c'est très difficile. Parce qu'il y a des habitudes qui se sont installées. Vous savez qu'avant, en dehors des rails, il faut faire 50 mètres des deux côtés. Des gens ont vendu jusqu'à 10 mètres. On a vendu les terres là. J'ai dit à un ministre des Domaines, est-ce que vous êtes chaud? J'ai dit attention, il paraît que si vous êtes chaud là, si vous ne faites pas attention, on va lotir votre tête avant que vous ne portez un chapeau. Donc on a vendu les 40 mètres. Les 10 mètres là, il y a des gens qui se sont organisés à les vendre. Parce que dans l'imagerie de ceux qui travaillent, il n'y aura même plus de train au Mali. Enlever les trains. Il y en a qui ont construit sur les rails. Et quand je vois certains de ces messieurs dans les médias, soutien à la transition. En Bessa, je dis, il ne faut pas que la mort vienne, sinon si la mort vient, ils seront les premiers à fuir. Saya Kanana. Nous, en tout cas, Saya Kanana, nous, on ne veut pas la mort, on veut travailler pour le Mali. Mais il y a beaucoup comme ça, Oubebo, Dongodo. Les trains, on les a mis en marche. La consommation des produits locaux, la Comatex, l'usine des produits pharmaceutiques, sous l'impulsion du président de la transition, sont mis en marche aujourd'hui. La communication gouvernementale, systématique à l'endroit de l'opinion nationale et la communauté internationale. Même l'exercice que nous faisons depuis ce matin, arrêtez, c'est un exercice de communication. Il y a certains qui rient, ils pensent que moi je parle juste pour les faire rire. Arrêtez, je sais que ces images iront chez celui qui ne voulait pas les voir. Pour qu'ils voient comment les Maliens sont contents. Le jour du 14 janvier, là, ils sont très joyeux et ils sont en train de rire, contrairement à ce qu'ils pensent. Ça, c'est une forme de communication et la pédagogie que viennent de faire nos deux ministres. Tout ça, c'est une manière de mobiliser notre peuple. Parce que si le peuple comprend et soutient ce qui se passe dans le Mali, le problème des dirigeants, ce n'est pas difficile. Les dirigeants, on peut les faire peur. On peut les corrompre, on peut faire pire. Mais quand c'est le peuple qui est mobilisé, il n'y a pas de solution. Et nous travaillons justement à mobiliser la population et le conscientiser. Il y a 5-6 ans, tout le monde pensait que le Mali, quand c'est fin $. Mais aujourd'hui, tout le monde dit impossible n'est pas malien. L'armée est montée en puissance, la justice aussi maintenant elle monte en puissance. Hein. Les finances aussi montent en puissance. Tous les secteurs, la construction citoyenne, les jeunesses. Vous voyez nos équipes, elles montent tellement en puissance qu'elles se retrouvent bon, là où vous savez. Et j'espère bien qu'on va aller prendre la coupe. En tout cas, nous allons continuer à porter leur tenue jusqu'à la fin. On va laisser les grands boubous là. Après le tournoi, on va retourner au grand boubou. Mais avant, les aigles doivent sentir qu'aucun Malien n'est indifférent à ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est la refondation. Vous regardez depuis quelques années, combien de scores des Maliens. Les jeunes cadres maliens, les jeunes étudiants, ils sont toujours parmi les premiers dans les compétitions internationales. Au point qu'à l'issue d'un compte rendu du ministre de l'Enseignement supérieur, le président a décidé tout de suite en conseil des ministres que nous allons construire un centre de robotique et d'intelligence artificielle au Mali. Parce que nous voulons que dans 20, 30 ans, certains s'assoient et dire qu'il y a 20, 30, 40 ans, il y avait un gouvernement qui a cru à ce qui est en train de se faire. Au début, ça va être difficile. Nous savons, la Chine aujourd'hui produit plus de 40% des produits du monde. Mais il y a 40 ans, ce n'était pas ça. Ils ont cru à leurs chercheurs. Ils ont fait revenir les meilleurs chercheurs du monde. Les chercheurs, les universitaires, c'est eux l'avenir du pays. Ils sont derrière les rideaux, ils parlent peu, ils font beaucoup de bruit dans leur amphithéâtre, mais en réalité, le pays, c'est eux. Nous avons décidé de fonder les concours et les examens. Au Mali, les gens ne croyaient plus qu'on peut gagner un concours et un examen sans aller frauder. Il paraît qu'il y a des Maliens qu'on appelle les Maliens de l'extérieur, ils prennent les cours dehors, et puis il y a des parents qui viennent par les fenêtres, eux-mêmes, frauder pour que leurs enfants aient des faux diplômes. Vous imaginez comment on a changé la mentalité des Maliens. Un parent qui cherche à ce que ton enfant, tu payes pour qu'il ait un faux diplôme.
Quand on dit qu'on va au concours, dans les autres pays, il paraît qu'aux États-Unis, on dit, mais qu'est-ce que tu sais faire? Dans certains pays européens, on dit, mais quel diplôme tu as? Les élèves viennent de nous dire, on dit, mais qui t'a recommandé? Donc les gens ne croient plus à leur capacité. Ils passent sans recommandation, vous n'êtes rien. Même pour passer à la fonction publique. On va arnaquer les gens, 3 millions. D'ailleurs, il y a un ministre qu'on a poursuivi après la transition de 2012, parce qu'ils ont pris près de 3 milliards avec les nouveaux employés. Et quand le régime est tombé, les gens sont allés réclamer leur argent. L'argent est perdu. Mais ils ont saisi la justice. On a failli lever l'immunité parlementaire du ministre en question. Bon, je ne sais pas où le dossier s'est noyé, mais en tout cas, j'ai suivi juste à cette étape-là. La suite, vous la connaissez, en tout cas, moi, je ne la connais pas. Nous avons décidé de refonder la citoyenneté, la naissance dans l'esprit du Malien, ce qu'on a appelé le Mali d'Incroix. Au début, on disait Mali Koura, il y a quelqu'un qui croit qu'il se moquait de nous, pas Mali d'Incroix. Nous aussi, on a pris, maintenant Mali d'Incroix. Mali Koura, Aden et Djoin, c'est Mali d'Incroix. On va le traduire dans toutes les langues d'ailleurs. Donc le Mali d'Incroix, on est en train de le construire. Et tout ce que nous faisons, nous voulons que vous gardez la foi en l'avenir, que vous ayez confiance en vous-même. Je dure souvent dans les débats. Il y en a qui ne suivent même pas, parce que je fais des cours d'histoire. Parce que ma conviction, c'est que quand on ne connaît pas d'où est-ce qu'on vient, vous ne pouvez pas savoir où vous partez. Or, on nous a effacé l'histoire, où on a porté une partie et l'autre partie, on l'a cachée. C'est cela qu'on est en train de dire. Parce qu'on veut que les gens aient confiance en eux-mêmes. Un peuple qui a confiance, rien ne lui est impossible. Je l'ai dit souvent, quand vous partez par exemple aux États-Unis, même le plus petit Américain, la première chose qu'on lui apprend, c'est que les Américains sont les meilleurs dans le monde. Vous croyez que c'est par hasard? C'est pour formater les esprits. Le patriotisme, quand vous partez chez les Russes, les gens font beaucoup de propagande contre eux, mais c'est lui qui fait leur pays. Le patriotisme, depuis le lait, on l'enseigne chez les enfants. On nous a fait perdre tout. L'histoire, le patriotisme, la confiance en soi, c'est ça qu'on est en train de faire la refondation pour restaurer. Et nous voulons vraiment, je termine par ça, que l'affirmation de la souveraineté, de la dignité, le libre choix de nos partenaires stratégiques et de nos intérêts qui sont inscrits dans notre Constitution soit désormais le bréviaire pour vous tous. Et vous dire que notre souhait, c'est qu'à la fin de cette transition, le ministre de la Refondation a parlé des élections. Bon, je sais que beaucoup vont aller spéculer là-dessus, mais soyez sûrs, il n'a pas de sous-entendu. C'est un homme qui est direct. Les élections, les dates vont être annoncées par qui de droit, en temps voulu, mais pas sous la pression ni sous les commandes de l'extérieur. Ce que nous voulons, c'est qu'à la fin de cette transition, c'est que chaque Malien, qu'il soit du bord ou non politiquement avec la transition, qu'il puisse en âme et conscience se dire, ces hommes et ces femmes qui ont dirigé la transition, tiens là, devant Dieu, je peux témoigner, ils ont fait de leur mieux. Si tous les Maliens arrivent à cette conclusion, nous allons remplir notre mission historique et politique, parce que la transition a une mission historique qu'elle doit remplir. Et elle doit tirer les leçons de tout ce qui s'est passé chez nous. C'est pour cela qu'on prend le temps sur chaque événement. On regarde, on tourne dans tous les sens pour ne pas commettre les mêmes erreurs que le passé. Les régimes ont changé chez nous plusieurs fois. Et c'est toujours la déception au bout. Parce que, vous savez, autour du pouvoir, il y a beaucoup de choses qui se disent. Les soutiens du pouvoir, on les met en conflit. Moi, je me suis même demandé, les principaux responsables de la Première République, si vous regardez, en 1968, tous ceux qui ont fait le RDA de 1946 à 1958, ils ont été marginalisés. C'est des laudateurs qui n'avaient pas de base politique, mais qui étaient des intellectuels, qui sont utiles dans un régime. C'est eux qui décidaient. Le régime est tombé comme un fumure. Chez Maoulika Bafanka, au contraire. Même les oiseaux qui n'avaient pas d'aile ont dansé ce jour-là. On est resté. Certains sont venus jeunes.
Je me demande comment ils ont pu faire 14 ans. À la fin, on les a divisés aussi. Parce que les Maliens ont une grande capacité d'opposition des hommes. On va écouter un proche à toi, on va déformer, on va raconter à l'autre. Et au fil du temps, les calculs de pouvoir aidant, on oppose les gens. À la fin, ils sont tombés plus qu'un fruit mûr, comme un fruit pourri d'ailleurs. On a continué. On a continué à danser. Ante Corolin fait la démocratie, il faut croire. Et on est venu trouver du pourri. Aïe, Mintolila, qu'est-ce que ça s'appelle en Bamanal? C'est Tolila, c'est pourri, non? Au lieu de trouver le courant là, on est venu tomber Mintolila. On a essayé de redresser, on a continué à danser. Déjà, avant d'arriver, on a trouvé qu'on a tout perdu. On a perdu la souveraineté. On est devenu un État vassal. C'est à cela qu'il faut mettre fin cette fois-ci. Mais avec tous les Maliens. Je précise cela. Qu'aucun Malien, sauf celui qui décide par conviction qu'il n'est pas d'accord avec, qu'aucun Malien ne se sente inscrit par la faute du pouvoir. De tendre la main à tout le monde, faire l'union sacrée autour du président de la transition, des institutions de la transition, pour reconstruire notre pays. Merci bien. C'est en cela qu'on a réussi la journée de la souveraineté retrouvée. Bon, vous savez, les ministres de la communication aussi, il est là, il dit rien avec son turban là. J'espère qu'ils ne vont pas nous censurer à l'ORTEM, parce que l'ORTEM aussi dit de ne pas oublier qu'eux aussi montent en puissance. Donc l'ORTEM aussi est en train de monter en puissance. Moi, je pensais que c'est l'armée, la justice et puis le ministre de l'enseignement supérieur. Il paraît que l'ORTEM aussi monte en puissance. Bon, on a intérêt de les laisser monter en puissance, parce que l'outa, il y a des dronte de, on y m'a de l'obichori là. Merci bien.